Voilà, je ne suis pas seul aujourd'hui, il fait très chaud là où je suis et je vous propose pour aujourd'hui un débat caniculaire sous une température caniculaire. Plus sérieusement, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec moi quelqu'un d'assez brillant, Karim Achab. Karim est un professeur de linguistique, titulaire d'un doctorat en linguistique obtenu à l'Université d'Ottawa au Canada. Il réside au Canada depuis de très nombreuses années. Il va nous parler de son parcours tout à l'heure. On va se tutoyer Karim durant cette émission. Il est spécialiste en linguistique générale et en linguistique amazigh. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont un ouvrage sur la sémantique lexicale publié, excusez du peu, en Angleterre 2012. Il est diplômé de l'Université de la Sorbonne. Il est diplômé aussi de l'Institut national des langues et civilisations orientales, le fameux et célèbre ENALCO de Paris. C'est un universitaire qui a un grand parcours, mais nous n'allons pas parler que des lettres, ou de la langue, ou de l'identité, puisque Karim Achab, il a une particularité, c'est qu'il est un haut responsable aussi du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il a eu la gentillesse et l'amabilité d'accepter de débattre avec moi sur les questions relatives à l'identité kabyle, à la Kabylie, à l'actualité algérienne, au fonctionnement du MAC, etc. Un débat sans tabou, un face-à-face que nous avons. Nous commençons d'ailleurs, mes chers amis, à vous habituer à ces face-à-face. L'objectif, Karim, comme on l'a expliqué lors de nos derniers débats, avec d'autres personnalités qui ont des convictions aussi diverses et divergentes en ce qui concerne la Kabylie et l'Algérie, et de créer un espace de parole libre, de débat et de discussion, où on peut expliquer aux Algériens et aux Algériens que malgré l'opposition de nos visions, on doit quand même se parler, on peut se parler, et on essaiera à la fin, à chacun de nos téléspectatrices, téléspectateurs, la liberté, tout le loisir de se forger sa propre opinion. Karim, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir accepté encore une fois de débattre. Tout le plaisir est pour moi, Abdou. Merci beaucoup de cette invitation. Je tiens à saluer ton esprit démocratique, même si tu n'es pas d'accord avec la vision du MAC. Je salue cet esprit qui donne un espace de débat, un espace de discussion aux opposants avec qui tu n'es pas d'accord. Il faut souligner que c'est très rare et que la peur a gagné les esprits dans le monde journalistique, on va dire, algérien et kabyle, ce qui fait que tu es vraiment sorti du lot par rapport à ça. Je te remercie beaucoup, Karim. Karim, on va commencer d'abord par le domaine que tu maîtrises le plus. Allez, et comme il fait très chaud, on va essayer de commencer par le plus léger, parce qu'il est un peu rafraîchissant. Après, on va aller vers le cœur du sujet. Avant de parler du MAC, du problème de la politique, etc., quand même, tu es un grand spécialiste de la linguistique. Beaucoup, j'ai franchement demandé à plusieurs sources, plusieurs personnes, ils reconnaissent tous tes mérites académiques. Aujourd'hui, quelle est la situation de la langue amazigh, la langue berbère en Algérie? Et elle a été reconnue langue nationale 2002, promue langue nationale et officielle 2016. Yennaïr est reconnue comme un jour officiel, journée fériée nationale et officielle. Est-ce que du côté des militants berbéristes, est-ce qu'on ne peut pas leur faire le reproche quand même de ne pas reconnaître qu'en Algérie, il y a eu quand même des avancées? Je l'ai dit dans un débat la dernière fois, quand je me rappelle que mon grand-père, moi, kabyle, nous disait à Alger, on ne pouvait pas parler kabyle à l'époque de Mohammedienne, qu'aujourd'hui, l'amazigh est une langue officielle nationale, il y a eu quand même des avancées. Pourquoi on n'en parle pas? Ou c'est des avancées qui sont mineures? C'est pas suffisant? Ce sont des avancées au niveau de l'ouverture du débat. C'est une avancée au niveau de la façon dont les tabous ont été cassés. C'est une aventure si on compare le fait d'inscrire la langue tamazight officielle et nationale dans la Constitution, mais ce n'est pas ce qu'on appelle des avancées. Les avancées ne se mesurent pas seulement en termes comparatifs, parce que dans les années 70 il y avait ça, maintenant il y a ça. Les avancées, on peut aussi considérer que ce n'est pas vraiment une avancée lorsqu'on regarde en Kabylie même les enfants kabyles lorsqu'ils rentrent à l'école. Ils n'ont pas le droit d'étudier leur langue, ni d'étudier dans leur langue. Donc en première année, les enfants kabyles n'ont pas accès à l'enseignement de la langue kabyle. En deuxième année, c'est la même chose. En troisième année, c'est la même chose. Ce n'est qu'à partir de la quatrième année que les enfants kabyles en Kabylie étudient le kabyle.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils étudient à la place en première année, deuxième année, troisième année? La langue arabe et toutes les autres matières en arabe. Bon, ça veut dire qu'il y a un processus soutenu par l'État algérien qui consiste à arabiser les enfants kabyles. On appelle ça une ruse. Donc, lorsqu'on parle de constitution, de reconnaissance de la langue tamazight, entre guillemets, on parle bien de ruse parce que si on voulait absolument régler ce problème-là, on aurait commencé par introduire, généraliser, je ne parle pas de généraliser à l'échelle de toute l'Algérie, je parle seulement pour la Kabylie, généraliser l'enseignement de la langue kabyle à partir de la première année, ensuite la deuxième. Juste un autre point par rapport à la langue amazigh. La langue amazigh n'existe pas, il existe des langues amazigh. Donc la tamazight, la langue amazigh, c'est un terme générique qui est utilisé pour désigner l'ensemble des variantes, c'est-à-dire des langues amazigh parlées en Afrique du Nord. Alors justement, Karim, tu es linguiste et depuis le début de ton intervention, tu parles de langue kabyle. Alors que nous, on parle de tamazight ou de amazigh, de langue berbère. Parce qu'en Algérie, la Kabylie ou les Kabyles ne sont pas la composante unique de la berbérité. Voilà, on est d'accord. Ouais. Alors, pourquoi on ne parle pas de langue berbère? Il y a aussi les Touaregs, il y a les Chewi, il y a les Zénètes de la Jongali Timoun, les Mozabites de Ghardaya, Temimoun, etc. Les Zénètes de Temimoun, il y a des parlers à Tlemcen, à Blida, même, tout ça. Mais pourquoi on ne parle pas de langue amazigh, pas de langue kabyle? Parce qu'il y a un grand malaise, souvent, moi, on me l'a confie souvent, que quand on parle de berbérité ou d'amazirité, directement on pense à la Kabylie. Comme s'il y avait une domination de facto du combat kabyle ou de l'intellect kabyle sur le reste des composants de la berbérité. Or, la berbérité, c'est pas que la Kabylie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, il y a deux questions ou deux remarques dans tes propos, Abdou. Premièrement, tamazight, si par exemple on regarde comment dans la constitution algérienne ou marocaine, on paraphrasait cette reconnaissance, c'est normal qu'ils mettent langue tamazight ou amazigh parce qu'ils ne peuvent pas, dans la constitution algérienne, mettre les langues suivantes sont reconnues comme langue officielle. Le kabyle, on commence à faire la liste et on ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. Par contre, c'est plus pratique de dire la langue amazigh ou la langue tamazight est reconnue. Ça, c'est un terme générique. C'est normal, ça couvre tout. Mais ça reste que tamazight, c'est une famille de langues. Alors, c'est quoi la différence entre une langue et une famille de langues? Il se trouve qu'une communauté donnée qui parle une langue au début, c'était la langue amazigh il y a des milliers d'années, lorsqu'ils s'éparpillent sur un espace géographique, ils occupent des espaces géographiques distincts, et lorsqu'il y a rupture de communication entre ces communautés, ils commencent à développer des divergences, c'est-à-dire ces variantes-là commencent à se développer différemment. Et on arrive maintenant, si il y a une compréhension mutuelle entre ces communautés, on va parler de dialecte. Alors on est toujours dans la même langue. Mais dès lors qu'il n'y a plus intercompréhension entre ces variantes, à ce moment-là, on parle de langues distinctes. Et c'est comme ça que les langues se sont développées. Donc aujourd'hui, lorsqu'un Touareg parle avec un Kabyle, est-ce qu'il y a un fond commun? Est-ce qu'un Touareg et un Kabyle peuvent se comprendre? Est-ce qu'un Chaoui et un Kabyle peuvent se comprendre? Ils ne peuvent pas se comprendre. Alors, c'est relatif, parce que si tu prends un Chaoui, par exemple, à l'ouest des Aurès, proche de Vgaïth, par exemple, et tu prends quelqu'un à l'est de Vgaïth, il y a une proximité, donc ces gens-là vont se comprendre. Mais si tu prends quelqu'un à l'extrême est de l'Aurès, et l'extrême ouest de la Kabylie, ces gens-là vont pas se comprendre. Il n'y a pas de compréhension. On peut, avec la pratique, on peut détecter les règles. Hein. On va dire, ok, une me dit chutch, à chaque fois qu'il veut dire chutch, donc je vais comprendre que ch pour eux, c'est ch. Alors on peut reconstituer ces sons-là, et puis on peut arriver, avec de la pratique, on peut arriver à une intercompréhension. Maintenant, les Aurès sont proches géographiquement de la Kabylie, ce qui n'est pas le cas des Touaregs. Alors même au sein des Touaregs, il y a déjà une variation des parlers Touaregs, parce qu'il n'y a pas seulement un seul. Ce qui fait que, oui, lorsqu'on parle à un Touareg, un Kabyle et un Touareg ne vont pas se comprendre immédiatement. Et il faut vraiment soit faire un travail d'analyse ou bien traduire.
Ce que tu dis est très intéressant, mais à la fois c'est effrayant quand même. Parce que est-ce que ça ne peut pas alimenter les arguments de certains arabistes ou arabophones extrémistes qui disent que la langue tamazight est une invention idéologique, il n'y a pas de langue, c'est un ensemble de langues, c'est un ensemble de dialectes qu'on veut ériger en langue. En réalité, ça n'existe pas. Est-ce que cet argument idéologique, il est faux, scientifiquement parlant, mais il est vrai? Non seulement il est faux, mais il n'a aucun sens. Parce que la seule façon de savoir si une langue existe ou n'existe pas, c'est d'aller sur un terrain géographique et écouter ce que les gens parlent. Et c'est ce que les Français ont fait. Lorsque les Français sont arrivés en Afrique du Nord, ils ont constaté une présence d'une communauté qui parle une autre langue, différente de la langue arabe populaire. On ne parle pas de la langue arabe classique. Et en Kabylie, on parle une autre langue qui est différente de l'arabe, donc il y a une communauté linguistique distincte. Et lorsqu'ils ont cherché à comprendre à quelle famille appartient cette langue, eh bien, ils ont compris que c'était une langue autochtone qu'on désignait par berbère. Les autochtones sont appelés berbères par les Grecs, par les Romains, par les Français lorsqu'ils sont îles Donc, et puis, ils ont commencé à constater des affinités entre d'autres langues qui ne sont pas des langues arabes populaires, et ils les ont toutes reliées à une seule famille qui est la famille berbère, la famille linguistique berbère. Et c'est à partir de là. Alors maintenant, si pour ces gens-là que tu viens juste d'évoquer, dire qu'il existe une langue, on dit que c'est une création. Alors si c'est ça la définition d'une création, alors oui, c'est une création. Mais on peut appliquer le même constat sur l'arabe. L'arabe de l'Algérie ou du Maghreb ou des Moyen-Orient, de l'Égypte, c'est pas du tout le même. Mais c'est des langues. Ouais, mais c'est des langues. C'est des langues. Le maltais est une langue que les spécialistes définissent comme arabo-berbère. C'est exactement comme l'arabe populaire en Algérie, en Libye, au Maroc, dans ces pays-là. Sauf que le maltais est une langue officielle. Ils n'ont pas une idéologie derrière pour imposer la langue, l'arabe standard comme langue, la langue du Coran, parce que c'est des chrétiens, donc ils ne sont pas préoccupés par cette idéologie, et ils ont ciblé les faits, et les faits c'est qu'ils ont développé leur langue, alors qu'en Algérie, au Maroc, en Afrique du Nord, on n'a pas développé ces langues-là, on les a dénigrées, ils sont frappés de déni. De la preuve, tu viens de dire qu'il y en a qui disent que ces langues n'existent pas, c'est une invention, donc on appelle ça le déni, et le déni c'est une entité psychologique, idéologique, qui existe. Il y a quand même des avancées majeures, langue nationale, langue officielle, il y a une académie berbère qui existe, il y a des radios en langue, il y a la radio Soma, il y a une télévision, etc. Est-ce que ce ne serait pas aussi du déni karim de dire que l'Algérie n'a pas fait un travail important sur elle-même en acceptant que l'identité amazigh et berbère prenne toute sa place dans le récit national? Il y a eu des efforts quand même. Il y a eu des efforts à l'époque de Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, il y a eu ces avancées-là. Et je ne pense pas qu'ils étaient malhonnêtes. Je pense qu'ils étaient sincères à cette époque-là. Ils voulaient absolument aborder, pas régler immédiatement la question, mais l'aborder. Ces avancées-là sont remises en question par le régime Tebboune qui nous présente une nouvelle Algérie. Et cette nouvelle Algérie est basée sur un projet qui est sorti en 2019 qu'on appelle Zéro Kabyle. Donc aujourd'hui, les tenants du pouvoir essayent de remettre en cause, mais de façon peut-être plus discrète, ces avancées-là. Et d'ailleurs, on le voit dans l'expression, ils ont interdit le drapeau berbère, on ne parle pas du drapeau kabyle, alors que le drapeau berbère était, ou le drapeau amazigh, avait droit d'exister dans les rues partout en Algérie, pas seulement en Kabylie. On parlera du régime Tebboune dans un petit instant. Je voudrais terminer cette parenthèse culturelle et linguistique qui est importante. Hein. Oui. Donc il y a des avancées, etc. Maintenant, quelles sont les insuffisances? Alors moi, en tant que linguiste, j'aimerais te poser une question sur une loi qui existe, qui m'intrigue, la loi de numéro 9105 du 16 janvier 1991, qui impose la généralisation de l'utilisation de la langue arabe. Elle impose l'arabe comme la seule langue de toute l'administration, la justice, l'éducation, les entreprises, les médias et même les documents commerciaux. Normalement, le tamazight est une langue officielle. Normalement, elle est aussi dans les documents officiels. Normalement, sous toutes les... Il y a des efforts, il y a des administrations qui ont commencé à le faire, etc. Mais on n'a pas encore un conseil des ministres avec la langue tamazight, etc. Et le problème de l'alphabet, c'est que beaucoup disent que le tamazight n'arrive pas à rattraper le retard sur la langue arabe ou à égaler au niveau de l'utilisation officielle de la langue arabe à cause du problème de l'alphabet.
Alors, il y en a qui veulent l'alphabet latin, il y en a qui veulent l'alphabet, l'ancien alphabet. Est-ce que c'est vraiment un alphabet qui peut correspondre? Il y en a qui parlent du tamashek. On en est où sur cette question? Alors, encore une fois, il y a deux sujets dans cette question. Le premier, c'est la généralisation de la langue arabe. Ça veut dire que cette loi exclut de fait les langues amazighes, malgré sa reconnaissance dans la Constitution. Ce qui nous amène à dire que l'Algérie a en fait reconnu un slogan. Elle a pris un slogan amazigh, langue officielle et nationale, et ils ont mis le slogan dans la Constitution. Rien n'a changé. Maintenant, ils ont dit dans la Constitution que les modalités de cette reconnaissance vont être analysées ou concrétisées à l'aide d'une loi à venir. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans. On n'a pas vu 10 ans, il n'y a pas eu cette loi, alors qu'ils se sont empressés de généraliser, de décréter la loi sur l'arabisation et la généralisation de la langue arabe. Donc ça veut dire que sur la base de cette loi, aujourd'hui, dans un groupe, on n'a pas le droit d'utiliser le kabyle. Si tu fais un communiqué en tant qu'association, tu n'as pas le droit d'utiliser le kabyle ou n'importe quelle autre langue amazigh, parce que cette loi-là donne la légitimité au régime algérien donc d'arrêter ou d'emprisonner ces gens, puisqu'ils violent la loi et ils n'utilisent pas la langue arabe, qui est la seule reconnue selon cette loi. Quand tu parles de langue kabyle, qu'est-ce que c'est que la langue kabyle? Tu peux nous définir? Est-ce qu'il y a vraiment une langue kabyle? Oui. Scientifiquement parlant, oui. Qu'est-ce que c'est que la langue kabyle? Okay. Et qu'est-ce qui la différencie des autres variantes du tamazight? C'est une variante ou c'est une langue à part entière? J'ai expliqué tout à l'heure, premièrement, une langue, tu as demandé la définition d'une langue. Une langue, c'est un outil de communication linguistique, verbale, d'un groupe linguistique, un groupe social ou un groupe linguistique. Donc dès lors qu'on constate qu'il y a un groupe qui parle une autre langue, une langue distincte, on va identifier ça comme une langue. Même si elle est orale, même s'il n'y a pas d'alphabet. Même s'il n'y a pas d'alphabet, même si elle est orale, les langues sont d'abord orales avant qu'elles deviennent écrites. Donc ensuite, on va voir si cette langue a des affinités avec d'autres langues sur le même espace ou espace géographique à proximité. Et si on constate que oui, il y a des affinités, à ce moment-là, on va dire c'est deux variantes de la même langue. Maintenant, si ces affinités permettent une intercompréhension entre les deux, on va dire on a affaire à la même langue, mais lorsqu'il n'y a pas intercompréhension entre les deux, à ce moment-là, on a affaire à deux langues distinctes, mais qui appartiennent à la même langue mère. Mais l'alphabet, c'est pas ça qui empêche une langue de se développer, et c'est pas ça. Elle va aider une langue à se développer, bien entendu, mais elle ne va pas l'empêcher non plus. Son absence ne l'empêche pas. La preuve, c'est que le kabyle, les langues berbères, les langues amazighes n'étaient pas écrites et ils ont survécu. Maintenant, ils n'étaient pas écrites, mais ils ont quand même survécu. Ça ne veut pas dire qu'on doit continuer comme ça. C'est pour cela que les berbérisants, les amarisants, les amazirisants et les militants linguistiques amazirs ont développé cet écrit, surtout à partir de l'Académie berbère des années 70 en immigration d'ailleurs ici. Maintenant, tu disais tout à l'heure qu'il existe une Académie berbère en Algérie, il n'existe pas d'Académie berbère. Il existe un haut commissariat à la maison. Voilà, un commissariat. Dont le mandat a expiré depuis au moins une vingtaine d'années. Alors on le maintient, il y avait un projet de créer un institut linguistique et ça n'a pas été fait. Donc c'est le statu quo, c'est-à-dire que on va dire qu'il existe un haut commissariat, une institution linguistique. Alors, qui est placée sous l'égide de la présidence. Sous l'égide de la présidence, mais encore une fois, dont le mandat a expiré depuis très longtemps, mais qu'on a maintenu juste pour qu'elle soit utilisée comme une vitrine pour dire que nous avons une institution qui prend en charge la langue amazigh, alors que ce n'est pas le cas, ou les langues amazighes, alors que ce n'est pas le cas. Pour la question de l'alphabet, il y en a même qui proposent l'alphabet arabe. Il y en a même qui disent on fait comme le persan, on utilise des lettres arabes, alors que les Turcs, par exemple, on fait l'alphabet latin, etc. Qu'est-ce qui est bon pour la langue amazigh ou kabyle? Voilà. Est-ce qu'on peut, quel type d'alphabet? Parce qu'on a besoin d'un alphabet, on a besoin d'une écriture pour utiliser une langue officielle.
une langue officielle. Je crois, est-ce qu'il y a des langues orales qui sont officielles dans le monde? Je crois que ça n'existe pas. Non, une langue officielle, il faut qu'elle soit écrite. Voilà. Ouais. Comment on fait avec le tamazight? Alors, avec Tamazight, si je réponds à la question sur l'alphabet, alors il y a un linguiste qui s'appelle André Martinet, très connu, fondateur d'une école de pensée linguistique qui s'appelle le fonctionnalisme, un linguiste français, André Martinet, qui est mort à peu près il y a 25 ans. Il a dit qu'une langue appartient à une communauté donnée. Donc, le kabyle, c'est une langue qui appartient à la communauté kabyle, que le régime algérien ne veuille ou pas. Maintenant, c'est à cette communauté de décider quel support utiliser. Est-ce que c'est les caractères arabes, est-ce que c'est les caractères latins ou est-ce que c'est les caractères tifinagh? Il se trouve que cette communauté a tranché à travers ses linguistes et ses militants. Nous avons depuis très longtemps opté pour les caractères latins pour des questions pratiques. Et sur le plan symbolique, bien sûr, le tifinagh prenne le dessus. Maintenant, est-ce que plus tard, il y aura une génération qui va vouloir se réapproprier les tifinagh et développer le tifinagh? Oui, c'est une possibilité, mais il faut le faire avec un programme ou un ensemble de programmes. Pour l'instant, ce qui a été standardisé, c'est vraiment les caractères latins. On écrit en latin depuis pratiquement la colonisation. Mouloud Mamri, dans les années 70, a reformuler certains signes, comme avec les signes diacritiques, c'est-à-dire un point en dessous au lieu de mettre un tiret. C'est le père spirituel de la pensée qu'il faut utiliser la langue, le caractère latin pour la langue amazigh. Oui, on peut schématiser comme ça, oui, les gens comprennent. C'est-à-dire, dans les années 70, c'est Mouloud Mamri qui enseignait, pas officiellement, mais officieusement, parce que l'enseignement de la langue kabyle à la faculté d'Alger était toléré, même si il n'était pas officiellement dans le curriculum. Et à partir de là, à partir de ces publications, il y avait aussi les pères blancs qui avaient utilisé les caractères latins. Avant les pères blancs, il y avait Boulifa, qui est vraiment le père fondateur, on va dire, de ce système de transcription. Donc, c'est depuis 1870 qu'on a commencé à écrire en caractère latin. Alors on ne va pas aujourd'hui, pour faire plaisir à des islamistes ou à des arabisants ou à des panarabistes ou au régime de Boune, opter pour les caractères arabes. Ça ne sera jamais accepté. Alors, ça c'est un débat, on va voir, parce que moi j'ai parlé avec d'autres linguistes ou d'autres observateurs avertis de la situation. Ils disent non, il vaut mieux utiliser le caractère arabe pour être en face avec la société, etc. Mais c'est un débat. On ne va pas parler que de cela. Il faudra un jour consacrer une émission à part entière. Mais je note que pour toi, il y a une différence entre langue amazigh et un kabyle. Pour toi, la langue kabyle est une langue à part entière qui se distingue et qui sort du lot par rapport aux autres langues amazigh. Clairement. C'est-à-dire la langue kabyle, tu la différencies du chaoui, du zénet, du tamashek, etc. Tu parles de langue kabyle. Elles sont toutes langues, elles ont toutes le statut de langue à part égale. Elles sont toutes à mettre au même niveau. Il n'y a pas une langue supérieure à une autre. Oui, mais je vois. Le chaoui, c'est une langue berbère. Le kabyle est une langue berbère. Le touareg est une langue berbère. Le mozabite tamzab est une langue comme berbère. Le français et l'espagnol sont des langues latines, etc. Comme le français et l'espagnol. Si on veut vraiment prendre des exemples, ce serait surtout la Scandinavie. On a une communauté, il y a même parfois une intercompréhension entre le danois, le suédois et le norvégien. Et pourtant, le norvégien est une langue, le danois est une langue et le suédois est une langue. Donc personne ne viendra aujourd'hui remettre en question le statut de langue de ces différentes langues. Alors, est-ce que c'est fait juste parce qu'ils ont des États? Non. C'est des langues parce qu'ils ont atteint un niveau de divergence qui compromet l'intercompréhension immédiate entre le norvégien, le danois et le suédois. Un autre exemple, ce sont les pays baltes. On a l'estonien, le lituanien et le finlandais. C'est une famille de langues qu'on appelle finno-ougrienne, à laquelle on peut rattacher le hongrois d'ailleurs, que j'ai étudié
il y a des années. Donc aujourd'hui, la langue officielle de la Lituanie, c'est le lituanien, l'estonien, c'est l'estonien, et le finlandais en Finlande, c'est le finnois ou le finlandais. Alors, ces langues-là appartiennent à la famille finno-ugrienne, mais personne ne viendra ne pourra remettre en cause le statut de langue de ces langues-là. Et c'est la même chose pour les langues amazighes au pluriel en Afrique du Nord. Très intéressant.